que tu ne rentres pas dans ta destinée que j'associe à ta mission, ça va pas aller et tu seras pas équilibré. Si tu veux arriver à un équilibre parfait, à une dimension où tu es en accord avec toi, où tu te sens bien, où tu deviens inébranlable, il faut absolument qu'il y ait cet équilibre-là. Ce que tu vas comprendre dans 10 ans, dans 15 ans, peu importe ce que tu fais aujourd'hui, tu auras beau payer le plus grand enseignant pour qu'il te fasse entendre ça, tu vas rien comprendre. Si c'était pas le bon moment pour que tu comprennes ça. Et si jamais tu es chef d'entreprise et que tu n'es pas visible, alors tu as tort. Parce que je ne comprends pas comment aujourd'hui un responsable d'entreprise peut ne pas être présent sur les réseaux. Ça n'a aucun sens. Et tu vas vite te faire dépasser, ça c'est sûr, parce que tout se passe sur les réseaux. Quand tu prends Philippe Simon, par exemple, au début, c'était beaucoup plus de business en Afrique, de thématiques autour de l'Afrique, de la politique, ce genre de choses. Et je mets au défi quiconque ne me croit pas d'aller sur leur chaîne et de regarder. Est-ce que des gens risquent de perdre leurs emplois à cause de l'IA? Qu'est-ce que tu en penses? Quand on se lance et qu'on est connu par personne, tu n'as pas d'audience et que tu pars de zéro, ce que tu dois faire, tu dois... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et qu'il se passe des choses merveilleuses de votre côté. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de notre podcast. Vous savez, ça fait longtemps, on n'a pas fait d'épisode dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, on est de retour. On va parler de mindset, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler d'intelligence artificielle, de confiance en soi. Et pour cet épisode, on a la chance, si ce n'est l'opportunité, d'avoir une dame qui a traversé beaucoup d'étapes, beaucoup de difficultés dans sa vie. Manque de confiance, manque d'estime, quelqu'un qui a le potentiel de développer de grandes choses, mais qui n'a pas la possibilité de le faire. Et puis à un moment, elle prend conscience de ce qu'elle vaut, elle prend conscience de ce qu'elle a dans le ventre, elle devient la vraie version d'elle-même, elle arrive sur les réseaux, elle éclate. Aujourd'hui, elle est suivie par plus de 500 000 personnes sur l'ensemble de ces plateformes, si je ne dis pas de bêtises. Donc on va essayer d'échanger avec elle pour avoir l'ensemble de son parcours, ses difficultés, et elle va certainement nous partager des tips afin que toi ou quelqu'un d'autre qui est dans cette situation-là, que vous puissiez sortir de là. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite justement à être concentré. Pose-toi bien, prendre de l'eau, du jus, même de la bière s'il faut. Et puis, on va devoir commencer. Bonjour Paulette. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien et merci de me recevoir aujourd'hui. C'est moi qui dis merci. Je vais dire enfin, parce que enfin, c'est parce que ça fait longtemps qu'on parle de ce podcast. C'est vrai. Et aujourd'hui, on est là. Après, on s'est rencontrés dans plusieurs événements. C'est vrai. Moi, je te suivais déjà sur les réseaux depuis, je crois, 2022-2023. Et voilà, donc c'est un plaisir pour moi de t'avoir avec moi, avec nous aujourd'hui. Donc voilà. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, avec plaisir. Alors, je suis Paulette Fauting. Oui. Et alors, je suis créatrice de contenu, si je peux dire ainsi. Et j'aide les personnes, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les entreprises, à gagner en visibilité sur les réseaux, mais surtout à générer des revenus. Okay. Alors, pas le levier de la vidéo, de la création de contenu et surtout de l'intelligence artificielle. Ouais. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, tu en parles beaucoup. C'est-à-dire que si tu fais 10 contenus, je pense qu'il y en a 7 qui parlent d'intelligence artificielle. Ouais, c'est devenu, on va dire, c'est le flambeau. Ouais. Hein, c'est vraiment la thématique sur laquelle je me positionne principalement aujourd'hui, effectivement. Ok. Donc, avant de parler de tout ce qui est entrepreneuriat, je veux qu'on fasse un petit rappel sur ton parcours professionnel. Je pense que tu as travaillé chez Eiffage, chez EDF dans les années 2010-2011 en tant qu'assistante et puis responsable QHSE. Oui. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, tout à fait. Déjà, je veux revenir sur le parcours scolaire. Oui. Donc, j'ai un diplôme de responsable, enfin, un diplôme d'ingénieur en QHSE. OK. En risque industriel. Okay. Et ça fait, je ne sais plus combien d'années, mais ça remonte que j'ai fait ça. Et donc, sachant qu'avant ça, j'ai aussi fait une spécialité en chimie. D'accord. Donc, du coup, je me souviens à l'époque, je me posais la question de qu'est-ce que je vais devenir dans le sens du monde du travail. Oui. Parce que tu sais, très souvent, on fait les études, mais on ne se pose pas trop de la question de est-ce que je vais pouvoir gagner ma vie. Et je me rappelle à l'époque, j'avais fait un salon où j'ai rencontré un monsieur qui m'a parlé de ce métier-là. Il m'a dit, c'est une opportunité d'avenir, tu devrais voir. Okay. Et quand j'ai fait des recherches, j'ai vu effectivement que c'était une continuité assez logique par rapport à ce que je faisais. Oui. Et vu que je n'avais pas d'attache spéciale avec la chimie, donc je me suis lancée là-dedans. Donc j'ai fait cette spécialité. J'ai même fait en plus un master spécialisé suite à ça, en QHSE directement. Okay. Parce que la partie risque industriel était beaucoup plus globale. Okay. Et donc, dans la foulée, j'ai fait des stages
chez ArcelorMittal qui s'est transformé après en embauche. Donc, c'est là où j'ai commencé le boulot dans cette phase-là. Et puis, je suis passée chez EDF et chez Eiffage, là où j'ai mis le plus de temps. De grands groupes quand même. Et c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Alors, QHSE, qu'est-ce que c'est ? Il y a la partie S, qui est tout ce qui est santé et sécurité au travail. L'objectif, finalement, c'est de se positionner du côté du patron, mais du côté aussi du salarié. Et notre but, c'est que personne ne se blesse, que le maximum de personnes rentrent chez eux le soir comme ils sont venus. Donc, c'est de se soucier de la sécurité des personnes et des biens aussi. Donc, du coup, on faisait beaucoup de prévention. Okay. D'accord. Oui. Alors, il y a cet aspect-là et il y a la partie qualité. C'est lié aussi aux normes, les normes ISO. ISO, oui. D'ailleurs, j'avais réussi dans ce parcours-là à obtenir les certifications quand j'ai été chez ArcelorMittal. Non, c'était en renouvellement, mais les premières certifications, c'était chez Eiffage. Donc, j'ai mené de bout en bout tout ce processus-là et j'en étais fière, je me souviens toujours. Oui. Et donc, on se soucie de la qualité de tout ce que nous faisons au travail. Oui. OK. Et puis voilà, après, une fois qu'on a les certifications, c'est le même processus chaque année. OK. Qualité, conformité. Est-ce qu'on respecte les normes ? Parce que les normes ISO, ça dit un peu comment est-ce que vous devez gérer tout ce qui se passe dans l'entreprise, que ce soit au niveau des différents services, que ce soit au niveau du produit. Oui. Et moi, je travaillais en lien direct avec la direction et beaucoup aussi avec le service RH. Mais je travaillais aussi avec finalement les chefs de département et un peu avec tout le monde finalement. Le QHSE, c'est monsieur partout, si on peut dire ainsi. et c'était la personne aussi que parfois on n'aime pas trop parce qu'on est beaucoup dans le contrôle. Ouais. Donc voilà. Les choses doivent être carrées. C'est ça. Et j'étais responsable QHSE national. Donc je devais gérer les parcs matériels. Donc, j'étais dans la branche construction d'Eiffage. Et si tu veux, les parcs matériels ont fourni du matériel de construction en interne. Donc, il y a les notions d'achat de matériel, de maintenance, de distribution. Et du coup, à cette occasion, on avait des ateliers, par exemple, sur les parcs. Et donc, qui dit du travail manuel, dit exposition un peu plus... Même si c'est différent quand on travaille dans des bureaux, mais on avait de fortes expositions avec des métiers assez compliqués comme la chaudronnerie, des choses comme ça. OK. Donc, voilà. D'accord. Je pense que juste après ça, ou alors en parallèle, tu étais cofondatrice, ou alors tu es toujours cofondatrice de Voury TV. Oui. Ça se passe comment ? Alors, Voury est arrivé beaucoup plus tard. OK. Alors, la genèse de Voury, c'est que c'est l'histoire de deux personnes, avec mon cofondateur Patrick. Oui. C'est quelqu'un qui est passionné on va dire, d'informatique. Okay? Et moi, je suis quelqu'un qui adore l'art. Je vais dire, ça a commencé depuis ma jeune enfance. J'aimais beaucoup, je faisais le dessin. Oui. Et j'ai été repérée à l'époque, d'ailleurs, par un de mes professeurs qui m'avait fait faire inscrit au club des arts plastiques. Okay. Et après ça, j'ai fait une exposition, des tableaux, ce genre de choses. Et j'ai continué avec la photo. Je me souviens toujours à l'époque, il y a une de mes tantes qui m'a offert un appareil photo compact. Et je me souviens, j'étais tellement contente. Je faisais des photos dans tous les sens. Et naturellement, quand l'opportunité de la vidéo est arrivée, ça, c'était le summum pour moi parce que c'est des choses qui sont faites pour moi. Moi, je trouve, je vibre avec ça. Okay. Et donc, du coup, naturellement, j'ai pris ce pan-là. Et d'où est venu Voury ? On s'était rendu compte que les producteurs locaux, à l'époque, il y en a qui faisaient de la comédie, des choses comme ça, à l'époque de Fingon, de tous ces trucs-là. Ouais. Il y avait des problèmes de distribution. Ils faisaient ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils avaient, exactement, mais ils n'arrivaient pas à rentabiliser leur production. Okay. Et on se dit, bon, on va les aider. On va les aider. Au début, l'objectif, l'ambition était d'apporter de la visibilité. C'est comme ça qu'on est arrivé sur Facebook, YouTube. Oui. Et ensuite, on a créé la plateforme de VOD, Voury TV. OK. Et après, on a commencé à contacter les chaînes de télévision. Donc, il y a eu cette dimension-là qui est arrivée de distribution. Et donc, plus tard dans le parcours, quand on a avancé, on s'est rendu compte que... alors, on avait beaucoup de problèmes avec la qualité des productions qui sortaient. OK. Et les raisons, aujourd'hui, les choses ont changé. Oui, quand même.
C'était pas ce que c'était à l'époque. Il y avait des problèmes de son. Oui. Les scénarios parfois n'étaient pas très bons. Ouais, c'est ça. Et pour les chaînes de télévision, c'est difficile de promouvoir ça. C'est ça. Alors, il faut savoir que dans le processus d'acquisition du film, la première étape, c'est que la chaîne reçoit le produit et ils le regardent pour voir s'ils ont un intérêt, si ça leur plaît. Ensuite, ils vont nous notifier cela et on passe à une deuxième étape qui est le contrôle technique. Et là, c'était le nerf de la guerre. Effectivement, on avait beaucoup de problèmes là. Bon, moi, à l'époque, je faisais déjà du montage, ce genre de choses, et je comprenais vite parce que, j'avoue, les petits trucs techniques, j'adore. Et donc, au début, j'ai commencé à me débrouiller. Qu'est-ce que j'appelle me débrouiller? Je rafistolais, je coupais là, je colle, j'essayais d'arranger le son, et parfois ça passait. Du coup, grâce à ce travail-là, on a vendu beaucoup de films. Mais il y avait des fois où c'était pas possible. Tu sais, par exemple, si tu as déjà le son qui est mixé, tu vois, qui est attaché avec la voix, tu peux pas détacher, il faut doubler, tout ça. Il y avait des niveaux où ça devenait compliqué. Et à un moment, quand l'activité a commencé à grandir, j'ai senti que j'avais besoin de monter en compétences. Mon idée, c'était déjà de pouvoir transmettre aux producteurs pour qu'ils essayent de faire mieux. Parce qu'ils n'étaient pas au courant des normes et toutes ces choses-là. Je me suis rendu compte très tôt de cela. Et entre ça et le besoin de sauver aussi l'image, tu t'imagines si tout le temps tu viens avec des mauvais films. Un moment, tu passes pour un amateur. C'est ça. C'est ça. Et j'ai fait quelque chose de fou à ce moment-là, j'avoue. C'est vrai qu'il y avait d'autres raisons parallèles dont on en parlera tout à l'heure par rapport à l'emploi où j'étais, mais c'était l'une des raisons principales. J'ai abandonné mon emploi, et je signale quand même que j'étais cadre, j'avais un bon salaire, j'avais de très bonnes conditions, voiture de fonction. J'ai quand même vu responsable, donc... Voilà, et 13e mois, tous les avantages qui vont avec, Et j'ai abandonné tout ça. J'ai pris le risque de me jeter à l'eau, comme on dit. Donc, je suis partie de là. J'ai fait une rupture conventionnelle et bon, j'ai bien négocié mon départ. Je les ai demandé de me payer une formation dans une école d'audiovisuel. D'accord. J'ai réussi à obtenir cela, ce qui fait que je suis entrée dans une école de cinéma. Ça n'a pas été compliqué partant d'un truc technique chimie et tu leur demandes une formation dans l'audiovisuel? Non, mais ça ne les regardait plus, je partais. Alors, parce que quand tu pars, tu as quand même un plan de carrière. Ce que j'ai dit, voilà, je vais donner une autre orientation à ce que je fais. Bon, il y a d'autres raisons que je ne vais pas aborder ici, qui ont fait que j'étais en position de force. D'accord. Du coup, ils avaient plutôt intérêt à accepter les conditions que j'ai proposées. Donc, et cette école coûtait cher, je crois, environ 15 000 euros. J'y ai passé une année. 10 millions par là. Je suis sortie avec un diplôme de monteur audiovisuel. C'était la spécialité. Mais autour, il y avait aussi la partie scénarisation. Tout le périmètre, en fait. Film. Voilà. Donc, c'était bien quand même parce que je me débrouillais déjà, mais quand on passe à l'école, il y a toujours des choses qu'on apprend. C'est ça. Et ça m'a permis de contribuer fortement à ce qu'on faisait. Parce que chez Voury, je suis un peu la caution technique, c'est-à-dire responsable de la qualité de fabrication du film. Ou quand on va discuter avec les chaînes de télévision sur ces aspects-là, c'était moi. Et donc, du coup, ça m'a permis, moi, de mieux comprendre les choses. Et surtout de former aussi les producteurs locaux, qui devaient produire les films. J'ai travaillé avec énormément de personnes parmi eux. Est-ce qu'on peut citer quelques-uns, si ça ne te dérange pas, bien sûr? Il y a par exemple Blaise. Blaise Option. Bravo à lui. Non, il y en a beaucoup. Ils sont nombreux. Et suite à ça, ça a contribué beaucoup quand même à l'amélioration de la qualité générale de ce que nous faisons. Parce que j'ai dû expliquer même les bases à certaines personnes. Comment tu éclaires l'exposition, jusque-là. Et un autre problème que nous avons dans le cinéma, c'est la qualité de nos scénarios. Nous, les Camerounais, on a une spécialité. Peut-être les Africains. On a une imagination en Afrique qui est débordante. Alors, si tu veux des idées, va voir les Camerounais. Ils vont te sortir des trucs. Mais c'est juste que la faiblesse, c'était au niveau du développement du scénario. De l'idée. Et puis voilà. Je crois qu'il y a des bons scénaristes, comme par exemple François Zélan, avec qui on a d'ailleurs fait, il y a 2 ans maintenant, on a fait la toute première création originale en coproduction avec Canal au Cameroun, Ewusu,
qui d'ailleurs est en diffusion actuellement. Oui, une série de 12 épisodes et de 26 minutes qui a connu un très très grand succès. C'était une grande première chez nous. C'était une production d'envergure et on avait énormément de nationalités. On avait une équipe technique qui est venue d'un peu partout en Afrique. Et c'était assez impressionnant. C'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est l'une de nos fiertés. En tout cas, moi, ça a été un grand moment. Ça a été un peu, on va dire, un accomplissement. Ça donne du sens à quelque chose que j'ai fait pendant autant de temps. Et je suis toujours autant fière d'avoir réussi ça. En tout cas, bravo, très bien. Et le modèle économique dans l'audiovisuel, particulièrement dans le cinéma, comment est-ce que vous avez... qu'est-ce que vous étiez quand vous avez embrassé le domaine? Et qu'est-ce que vous avez remarqué au fur et à mesure que vous avez avancé? Vous avez pris de l'expérience, les contacts. En fait, comment ça s'est développé en fait? Alors, au départ, la première façon de générer de l'argent avec ces contenus-là, c'était du gratuit. En fait, on diffusait les contenus sur YouTube. Donc, on reçoit de l'argent de la monétisation. Ensuite... Mais est-ce que c'est énorme par rapport à tout ce que vous faites derrière? Bon, c'est pas suffisant pour être rentable. Ok, quand même. C'est pas suffisant. Voilà. La deuxième chose, c'est quand tu as une qualité de production qui est acceptable, qui respecte les standards des chaînes de télé. Normalement, tu vends, les chaînes peuvent les acheter. Ok. Sauf qu'il y a, en tout cas, aujourd'hui, il y a un drama, les chaînes de télévision locales n'achètent pas. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. La partie distribution au niveau de la télé, c'est tout un mystère. En tout cas, c'est pas assez. Il n'y a pas vraiment de distribution. D'ailleurs, on a travaillé avec Blaise Option pendant longtemps. Et on faisait de la VOD, ça marchait plutôt bien. À un moment, on a connu une phase de pirates. Ah ouais. Qui pirataient et ils allaient mettre gratuitement sur des sites pirates. Et les gens regardaient, ce qui fait que ça fait baisser l'audience, les chiffres, même surtout financièrement parlant. Ok. C'est l'une des raisons qui a fait que finalement Blaise, il est parti directement sur YouTube avec ça. Parce qu'au moins, et quant à faire, vaut mieux le mettre là et il y a au moins l'argent de la monétisation et clair. Éventuellement les partenariats avec les marques. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, c'est quoi comment est-ce que Vuri TV se positionne avec l'envergure du cinéma qui est très tendu aujourd'hui? Je sais que c'est très compliqué. Il y a de plus en plus de comédiens, d'humoristes, de producteurs de films. Et en fait, au niveau des médias, je ne pense pas que ça a changé. Des chaînes de télévision, je ne pense pas que ça a changé de leur côté. C'est toujours difficile d'acheter. C'est très dur. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour traverser tout ça? On va dire, la majorité des personnes qui sont dans ce domaine-là ne sont pas forcément rentables. Ok. Et c'est pour ça que tu vas voir parfois un producteur qui va faire une production aujourd'hui, ce sera peut-être la seule. Ou 2 ou 3. Il y en a plein qui ont produit une fois et qui se sont arrêtés parce qu'ils n'arrivent pas à rentabiliser. C'est très compliqué. Alors, le problème avec le modèle VOD, c'est, tu vois, comme Netflix, on y va tout le temps parce qu'il y a du renouvellement. Ça, c'est un très, très gros problème. Il n'y avait pas assez de films. C'est pour ça que d'ailleurs, à un moment, vu qu'au départ, on n'était que distributeur, on a mis le pied dans la production, on a commencé par des coproductions. Ça veut dire quoi? On participe dans la production d'un film, que ce soit par des moyens financiers, par exemple, soit du matériel ou les deux. Ok. Et donc, on a fait ça. Et à un moment, on a commencé à produire nos propres films. Mais même ça ne peut pas être suffisant parce que faire un film, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Et puis, donc, du coup, il faut peut-être trouver des personnes qui veulent investir. Bref, c'est pas facile parce que derrière, pour que quelqu'un il investisse son argent, il faut qu'il voit la rentabilité derrière. Voilà. Ok. En tout cas, merci pour tout ce partage. Je pense qu'on va faire même la partie Vuri TV. On va se concentrer sur toi. Ok. Je vais commencer par te poser la question. Paulette d'aujourd'hui et Paulette il y a 5-10 ans en arrière. C'est quoi la différence? Si je prends du point de vue des personnes de ma famille, vu que c'est les gens qui... Pour eux, c'est un miracle. De me voir aujourd'hui sur les réseaux. Ils n'y croient pas. Des fois, en fait, personne n'aurait parié sur moi. Personne. Et je peux leur comprendre parce que je suis aussi parfois surprise de moi-même aujourd'hui parce qu'une bonne partie de ma vie a été assez difficile. Ok. Alors, difficile peut-être pas pour les raisons que la plupart des gens peuvent croire.
j'ai eu la chance de grandir dans une famille où on n'était pas pauvre, je dirais pas ça. Oui. On n'était pas riche non plus. Mon papa était sous-préfet, administrateur civil, donc on a eu une bonne éducation. Il était polygame, ok. Et donc le problème, de mon point de vue, venait plutôt sur le manque d'attention, parce que vous êtes nombreux et tu ne peux pas avoir toute l'attention que tu veux. C'est une forme de pauvreté aussi. Et aussi le papa occupé, donc voilà. Voilà, ça c'était une des choses. D'ailleurs, peut-être que c'est ce qui a justifié le fait que j'ai souffert autant et que les gens ne s'en rendaient pas compte. En fait, de quoi j'ai souffert? De timidité. Et je me suis rendu compte de cela très tôt dans ma jeunesse. Ok. Alors, comment ça se manifestait? C'était par des silences et j'avais du mal à aller vers les gens. Et quelque chose qui m'a fortement marqué, c'est que à l'époque, comme il n'y avait pas les téléphones comme maintenant, quand quelqu'un va vous rendre visite, il débarque. Okay, on ne prévient pas. Et tu dis, ah ben tiens, tel est arrivé. Mm-hmm. Et moi, si quelqu'un arrivait et que j'étais là, tu vois, il arrive, il y a du monde. Ok, ça y est, pour moi, je suis sauvée, comme je dis souvent. Mais si j'étais ailleurs et qu'il faut que je vienne dire bonjour, merci. Hein. Jamais. Il y a une tante qui est arrivée une fois, elle a fait 2 jours, je ne suis pas sortie pendant 2 jours. Parce que je n'arrivais pas à aller. Mais c'était quoi les chaînes qui t'empêchaient d'aller, d'ouvrir la bouche? Moi, je ne pouvais pas. Je ne sais pas, j'avais le cœur qui bat, c'était terrible. C'était terrible. Et ce n'était pas juste là, parce que même à l'école, impossible pour moi de lever la main pour poser une question. Ah ouais? Non. Même si tu n'as pas compris, tu préfères... Non, je ne posais aucune question. Et le pire, c'est qu'il va toujours y avoir des devoirs de groupe qu'il faut faire, il faut restituer. Oui. Et ça, non, je priais pour ne pas être la personne qui va prendre la parole. Je ne sais pas si tu vois jusqu'à quel niveau. Ça m'est arrivé même d'ailleurs, des fois, de ne pas aller à l'école, de dire que je suis malade parce que il devait se passer un truc et je ne pouvais pas assumer. C'était terrible. Et alors, avec les années, ça s'est manifesté aussi plus tard au travail. Même en tant que cadre, c'est ça qui a été le plus gros mal que j'avais. Okay. Et c'est pas que tu n'es pas compétent. Bien sûr que tu es compétent dans ce que tu dois faire. Tu n'arrives pas à être responsable dans ce genre de groupe si tu n'as pas la matière. Je faisais du mieux que je pouvais, mais je me taisais en réunion. Je me taisais parce que je n'arrivais pas à prendre la parole. Et c'est ce qui fait que des fois, il y a des sujets, il y a des problèmes, tu as la solution, mais tu ne dis pas parce que tu n'arrives pas. Bon, parfois, ça m'arrivait de faire un mail après au chef, qui me dit, voilà, tu sais, on peut faire telle ou telle chose. Et est-ce qu'il te comprenait? Est-ce qu'il savait ce que tu vivais? Ma RH de l'époque avait fini par le savoir. Ok. Et elle a essayé de m'aider, tant bien que mal, mais on m'a fait prendre une formation en prise de parole en public. Et c'était quoi le résultat? Je pense pas. Hein. À mon avis, c'était gentil de leur part, mais... Ça n'a pas abouti? Non, ça n'avait rien donné de bon, c'était toujours compliqué. Et non, c'était difficile, même à l'université, partout, c'était assez dur. Ok. Mais je m'efforçais à essayer d'aller au-delà, à essayer d'aller de l'avant, à essayer d'aller vers les autres. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec du recul, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et là où, des fois, je trouve un peu triste, c'est que dans la famille, personne ne s'est rendu compte de cela. Aujourd'hui, quand je parle de ça, ils sont étonnés. Ah ouais? Oui. Et tu te dis, c'est bien ces histoires de polygamie, de familles nombreuses et tout ce qu'on veut. Mais tu vois que la résultante, c'est que parfois, on passe à côté de choses qui sont importantes. C'est clair. Moi, je pense aujourd'hui que si quelqu'un s'était rendu compte de cela, j'aurais pu être aidée. Oui. Et ma vie aurait peut-être été différente. C'est clair. Parce que le fait de se taire, tu grandis avec une habitude qui, pour moi, n'est pas forcément bien. Et tu ne vas pas de l'avant, tu ne prends pas l'habitude d'aller au-delà de qui tu es, ou même d'être qui tu es. C'est extrêmement compliqué. J'en parle aujourd'hui, finalement, avec autant de simplicité, mais c'est quelque chose qui a été très, très douloureux pour moi. Et avec du recul, j'ai l'impression, aujourd'hui, quand j'essaye de comprendre, parce que je me suis documentée beaucoup là-dessus, maintenant que j'en suis sortie, en fait, quand j'étais petite, j'étais beaucoup plus corpulente. Ok. Et j'avais l'impression que ce sont les filles qui sont minces qui étaient jolies. Ok, qui sont appréciées par la société. Moi, je ne me trouvais pas bien et j'avais l'impression que tout le monde pensait comme moi.
Donc, du coup, je me suis enfermée dans ce truc-là. Et tu sais, c'est tellement fort que, une fois, il y avait une pharmacie dans le quartier. Ok. Et j'allais souvent là-bas parce que j'avais vu un médicament qui permettait de maigrir, qui coûtait 10 000 francs CFA. Et j'étais convaincue que si j'arrive à avoir assez d'argent, je vais l'acheter, je vais maigrir. Mais j'ai jamais eu ces 10 000 francs. On n'était pas pauvres, mais j'avais pas d'argent. Ouais. Et j'étais un petit peu l'enfant oublié. Je t'assure que c'est vrai, personne ne se souciait de moi. Jamais je voyageais, tant les autres ils voyageaient. Et en fait, j'étais vraiment... Et la maman dans tout ça? Ouais, même elle. Ah ouais? Ouais. Voilà, je lui ai dit ça plus tard. Enfin, je lui en veux pas pour ça. Oui, non, oui. Il n'y a pas de raison, mais c'était très bizarre parce que j'ai souffert et j'ai pas été aidée. Et tu vois que je ne pouvais pas aller demander de l'aide, vu que moi-même, j'étais enfermée dans une prison que je ne maîtrisais pas. Tu vois? Et il y avait donc ce fameux complexe-là. Oui. Dans lequel tu étais embobinée. Voilà. C'est parti. Certainement, ça n'a pas contribué à aider. J'ai été enfermée dans tout ça et j'étais convaincue que je dois me taire. Et du coup, après, il y a la peur qui vient avec, il y a tout ce que tu peux imaginer. C'est extrêmement compliqué. Est-ce qu'autour de toi, je veux dire, hors de la maison, est-ce qu'il y avait des moqueries? Parce que peut-être toi, tu te disais que, bon, j'ai pas une bonne apparence, les gens ne m'aiment pas. Mais est-ce que autour de toi, il y avait déjà des gens qui t'ont dit, non, c'est pas bien, ce que tu représentes n'est pas joli et tout ça? Alors, il y a eu quelque chose une fois, pas exactement comme tu dis. Oui. Je me souviens, j'étais allée chez une tante. Je crois qu'il y avait un funérail, un truc comme ça, la veille, parce qu'on devait faire la cuisine, comme ça se passe souvent. Et on a travaillé. J'étais fatiguée le soir, je suis allée dormir. Ok. Jusqu'à 9h, je n'étais pas debout, alors que tout le monde était debout. Et puis elle vient me dire, ouais, toi là, tu continues de dormir, tu vas grossir. Ça, je ne sais pas. C'est terrible. D'ailleurs, récemment, je faisais les courses, j'ai partagé un post là-dessus, ça m'a marqué. J'ai vécu une scène pareille, une dame au supermarché à Auchan avec sa fille. Elle lui a tenu de tels propos. Et la petite fille s'est mise à pleurer. Moi, ça m'a fait tellement mal que j'ai pris un risque. J'étais obligée d'aller la prendre dans mes bras parce que je comprenais ce qu'elle traverse. Oui. Je comprenais ce qu'elle vit et ça m'a replongée dans mon enfance. Et j'ai demandé à cette dame à lui dire un mot, gentiment, et elle a accepté. Et j'ai pris 2 minutes pour lui raconter cette histoire parce que je voulais qu'elle prenne conscience du mal qu'elle faisait sans savoir à sa fille. Et j'ai vu, ça l'a touchée parce que ça l'a attristée également. Oui. Et elle m'a dit qu'elle ne savait pas, elle n'était pas consciente de ce qu'elle faisait. Je pense qu'il y a... Il y a justement désolé de t'avoir coupé, il y a justement ce problème de conscience-là. Ouais. Des fois, on dit des choses, surtout aux gens qui pour la société, voilà, ont des petits complexes. C'est ça. Donc, toi qui penses que tu es trop bien, ouais. Tu te retrouves en train de dire à une personne qu'elle n'est pas bien, elle est moche, son apparence n'est pas bien, et on ne se rend pas compte du danger. Ça fait très... de l'impact, ouais. Et tu fais que ça peut totalement détruire la vie de la personne. Tout à fait. Perds confiance. C'est ça. Voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est quel a été le déclic? À quel moment est-ce que les choses ont changé? Tu te dis, tu tapes la main sur la table, je dois être la personne que j'ai toujours rêvé. Alors, je pense que toute révolution n'arrive jamais comme ça. Il y a toujours des choses assez fortes. C'est pas un hasard, en tout cas. Non, il faut quelque chose qui provoque un déclic quand même. Ok. Entre autres, bon, je vais parler d'un aspect. Il y a un autre aspect, bon, on n'évoquera pas ça forcément. Alors, moi, j'accompagne les personnes à se rendre visibles. Donc, par exemple, il y a une phase où je faisais des coachings vidéo. Alors, ça prend la partie confiance en soi. Tu t'imagines que je suis extrêmement sensible à ça, vu que c'est mon histoire. Oui. Et j'aidais les personnes timides à passer en vidéo. Et le plus fou, c'est que personne ne savait que moi-même, je souffrais de ça. En fait, tu étais un peu comme les coachs mythos, là. Non, pas mythos, parce que ça marchait. Ah, ok. C'est juste que, oui, j'avais ce problème-là que je n'avais pas résolu pour moi. Mais oui, bien sûr que ça marchait. D'accord. Les méthodes que tu proposais, oui. Il y avait des solutions, mais sauf que toi... Ils sont nombreux aujourd'hui qui sont passés chez moi. Toi, et, bien sûr. Et ça, bien sûr que ça fonctionne. Et le problème, c'est que je connais ce que ça vaut la visibilité aujourd'hui. Je sais ce que ça représente, le fait d'avoir une audience, que ce soit pour une personne, toi-même, que ce soit pour un business, que ce soit pour tout. D'ailleurs, toutes les personnes qui me regardent,
je vous invite à... En fait, c'est quelque chose dans lequel tout le monde doit se lancer. Et si jamais tu es chef d'entreprise et que tu n'es pas visible, alors tu as tort. Parce que je ne comprends pas comment, aujourd'hui, un responsable d'entreprise peut ne pas être présent sur les réseaux. Ça n'a aucun sens. Et tu vas vite te faire dépasser, ça c'est sûr, parce que tout se passe sur les réseaux. Surtout à l'ère de l'IA, ça devient extrêmement facile. En tout cas, facile, mais c'est urgent de le faire. Ok. Moi, j'étais consciente de ça. Je sais ce que ça fait dans un business, ça change tout. C'est juste, je ne le faisais pas parce que j'arrivais pas, c'est tout. Mais à un moment, quand ce que je fais aujourd'hui comme activité a commencé à prendre forme, je savais que si je voulais passer un palier, il fallait absolument que je fasse ça. Et aussi, il y avait la pression où je me sentais de plus en plus mal dans cette peau-là. À un moment, tu sais, c'est un peu comme si tu étouffes, ça va exploser, il faut que ça sorte. Et je me souviens de ce jour-là où je suis entrée dans mon studio et j'ai mis les lumières cette fois-là. Ce n'était pas pour un client, c'était pour moi. Ah ouais. Je me suis assise et je t'assure, j'ai transpiré. J'avais l'impression qu'il y avait 10 000 personnes autour de moi qui me regardaient. J'avais peur, le cœur qui bat. Et ce jour, j'ai ressenti ce que les gens y disent. J'ai ressenti la douleur. C'est le jour-là que tu as profité de ton accompagnement. Ah, cette vidéo, elle est sur TikTok. Personne ne peut savoir ce qui se passait au fond de moi. Et tu sais ce que je disais dedans? Dis-moi. Oh, tu as peur de te mettre en vidéo? C'est parce que j'expliquais aux gens ce qui se passe. Je pense que j'ai déjà vu cette vidéo-là. Ah ouais, mais est-ce que tu as su ce qui se passait? Non, justement, tu peux pas savoir. Quand tu regardes, tu peux pas savoir. J'avais la trouille, pourtant. C'était incroyable. Ouf. J'ai transpiré et tout, mais je l'ai faite. Je l'ai faite, cette vidéo. J'imagine je pense que la vidéo a eu du succès. Oui, parce qu'elle est authentique. C'est juste moi qui parle avec mon cœur. Certes, je tremble, mais ça, on ne sait pas, en fait. Est-ce que c'est peut-être les stats de la vidéo qui t'ont boosté, qui t'ont dit, et puis tu as dit, là, il faut foncer? Bon, pas ça. C'est plus parce que il s'est passé ce que je dis toujours aux gens. Oui. Personne ne m'a insulté. Ok. Au contraire, j'ai vu quelqu'un, on te dit merci, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. En fait, là, tu comprends que tu es utile aux gens. Ouais. C'est là où tu comprends que ta mission, elle est beaucoup plus grande que ta peur. Et c'était le déclic. Ta mission est beaucoup plus grande que ta peur. Oui. Ok, super. Ça a été le déclic. Et une deuxième, une troisième. Et puis, progressivement, ça a amplifié la confiance que j'ai en moi. Parce que, comme je t'ai dit, ce n'est pas une question de compétence. Mais ça vient casser un peu certaines choses. Et c'est là où tu prends conscience de ton feu intérieur. Et en fait, tu ne connaissais pas ton identité. Tu ne savais pas qui tu es. Quelles sont tes valeurs? Pourquoi tu es là? Tu es fait pourquoi? C'est quoi ta destinée? Quel est ton appel? Et c'est là où tu commences, une fois que tu t'es débarrassé de ce manteau qui te volait ta vie, parce que c'est la réalité. C'est là où ton tu succès, commences... ton étoile. Bien sûr, tu commences à te poser les réelles questions. Quel est le sens de ma vie? C'est comme si j'avais une mission. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire? La vie, elle attend quoi de moi, en fait? Je ne sais pas si tu comprends. Oui, je pense que chaque personne a une mission sur la Terre. Absolument. A quelque chose pour... En fait, tu as une mission que tu dois accomplir. Absolument. Quelque chose pour lequel tu es totalement dédié et le monde t'attend. Exactement. Et comme je dis souvent, Dieu nous a donné des dons et des talents pour que nous puissions le mettre au service des autres. Et j'ai la conviction que tant que tu ne rentres pas dans ta destinée que j'associe à ta mission, ça va te frapper. Ça ne va pas aller et tu ne seras pas équilibré. Si tu veux arriver à un équilibre parfait, à une dimension où tu es en accord avec toi, où tu te sens bien, où tu deviens inébranlable, il faut absolument qu'il y ait cet équilibre-là. Et d'ailleurs, je vois beaucoup de personnes qui sont des influenceurs qui sont connus aujourd'hui, des chefs d'entreprise. À un moment ou à un autre, s'ils n'y étaient pas, ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et à ce moment-là, ils vont se poser cette question. Et souvent, il y a un jeu d'équilibre qui se fait et on franchit un deuxième palier. Donc ça veut dire, tu vas beau travailler 10 fois plus que les autres, tu n'es pas au bon endroit, ou encore si tu n'es pas là où tu étais censé être, il n'y aura pas d'explosion, il n'y aura pas de vrais résultats en fait. Il y a la notion d'équilibre, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je vais t'expliquer quelque chose. Oui. Aujourd'hui, par exemple, dans les personnes que j'accompagne beaucoup, que ce soit des salariés là, qui veulent passer un autre cap, franchi pour devenir entrepreneur ou juste pour des revenus complémentaires, mais aussi des entrepreneurs qui sont accomplis.
Alors, j'ai remarqué quelque chose, j'en parlais récemment. C'est une caractéristique de personnes, souvent des femmes. Elles sont les mêmes. Alors, souvent, c'est à l'approche de la cinquantaine ou la cinquantaine révolue. Alors, c'est des gens qui sont souvent des aînés de famille. Oui. Ou qui ont pris la place de l'aîné dans la famille. Alors, et c'est des gens qui ont souvent la main sur le cœur. Elles se sont occupées de tout le monde, de leurs propres enfants, au point de s'oublier du mari, de la famille. Vous savez, c'est le genre de personne qui, je vais caricaturer, elle fait du poulet et elle va chercher tous les bons morceaux pour les autres, elle va manger les autres. Ah oui. Ce qu'elles oublient, c'est que tu nourris les autres et tu t'affaiblis. Le jour où ça ne marche plus, tu deviens inutile et puis tu ne sais à rien, on te met de côté. Donc tu aurais dû quand même penser aussi à toi dans tout ça. Absolument. C'est une erreur. Mesdames, s'il y en a qui font ça, arrêtez ça. C'est de la merde. Mais en fait, certaines femmes se disent ça. Et ça, c'est... Tu as pris le très bon exemple parce que ça, c'est ce que beaucoup de nos mamans font. Oui. Des fois, elles préfèrent ne pas manger et donner à ses enfants, donner aux voisins. C'est une belle erreur. Elle préfère. Et elle se dit qu'elle fait du bien aux gens parce qu'elle se dit non, je peux me priver de nourriture pour que mes enfants ou quiconque mange en fait. Elles ont tort parce qu'il faut regarder les choses dans le sens inverse. Ok, c'est toi qui es la caution, la protection. Si jamais tu n'es pas en forme, qu'est-ce qui se passe pour toutes ces personnes-là? Ça, c'est vrai. Et c'est ça. Donc, elles se retrouvent à un moment de leur vie où elles ont tout donné, elles sont vidées. Les enfants partent parce qu'ils ont grandi et qu'ils doivent fonder leur famille. Ouais. Certaines prennent même ça pour de la trahison. Pourtant, c'est une évolution naturelle. C'est ce qui s'est passé pour nous. Oui, on attend une forme de reconnaissance qui ne doit pas prendre forcément l'aspect de ce qu'on attend. Oui. Et parfois, on arrive aussi à un moment où ça ne marche plus, peut-être dans le mariage, ou peut-être ça marche, mais on se sent vidé. Bref, il y a des problèmes dans tous les sens. Et peut-être tu t'es occupé des enfants de ta sœur, de ton frère, et qui n'ont aucune reconnaissance vis-à-vis de ça. Et tu te dis, bon, j'ai rien construit pour moi, parce que tout ce que j'avais, c'était pour aider les autres. Oui. Et elle s'est dit, merde, il se fait tard. Je ne vais pas mourir comme ça. Elle se dit, mais c'est fini comme ça pour moi. Et là, vite, il faut absolument que je trouve des sous. Oui. Et c'est là où on se bat dans tous les sens. Et moi, j'en ai qui arrivent chez moi, peut-être ils vont ailleurs. Oh, écoute, vraiment, je veux une activité là. Et ça commence souvent par, je veux quelque chose qui va me donner vite là. Rapidement, oui. C'est quoi vite là, Oh, dans 1 mois, 2 mois, je vais gagner ça. Mon coco. Alors, le problème avec ces gens, c'est que tu vas faire ce que tu veux, ils n'auront pas de résultat. Alors, pourquoi? Parce que ce qu'ils pensent que c'est leur problème central, ce n'est pas ça. Ce sont des gens qui ont des blessures intérieures, qui ont des problèmes d'alignement avec eux, qui ont des problèmes d'équilibre. Et ils ont besoin plutôt de guérir ces blessures-là, de travailler sur eux, de travailler sur les aspects émotionnels. Oui. OK? Et tu vas donner tout ce que tu veux, ils n'ont pas de résultat. Et récemment, je me posais des questions parce qu'aujourd'hui, mon problème n'est plus d'avoir des clients. OK? Même si on veut toujours en avoir plus. Bien sûr. Mon problème aujourd'hui, c'est comment je fais pour que la majorité des personnes avec qui je travaille réussissent. Du coup, j'ai commencé à étudier ce truc-là vraiment profondément parce que je m'étais dit non, ça ne peut pas être juste parce qu'un programme est nul, si on veut dire oui, il est moins bien que les autres. Oui. Et oui, à force de chercher, j'ai compris qu'il y a d'autres facteurs qui doivent être pris en compte, comme ces facteurs-là, qu'est-ce que la personne traverse, qu'est-ce que les aspects émotionnels et autres. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on fait peut-être du mindset en début de formation, mais ça devrait aller encore plus loin. C'est-à-dire, les gens ne comprennent pas qui ils sont, ils ne comprennent pas leur identité. Oui. Si les femmes, par exemple, ces dames-là savaient qui elles sont, le pouvoir qu'elles ont en elles, c'est incroyable. Ouais. C'est ouf. Mais je te dis ça aujourd'hui, il y a quelques années en arrière, j'étais loin de ça. On t'aurait même dit, peut-être que tu n'as pas compris. Non, pas du tout. D'ailleurs, je ne serais pas venue sur ce plateau. Voilà. J'ai pas peur de le dire, c'est vrai. On peut dire heureusement que tout va bien aujourd'hui. Parce qu'en fait, il y a je ne sais pas si c'est un adage ou alors une phrase qui dit ce que tu vas comprendre dans 10 ans, oui, dans 15 ans, peu importe ce que tu fais aujourd'hui, peu importe la manière à laquelle on t'explique, tu auras beau payer le plus grand enseignant pour qu'il te fasse entendre ça, tu ne vas rien comprendre. Si ce n'était pas le bon moment pour que tu comprennes ça. Je suis d'accord. Donc, je pense que ça prend justement sens à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, tu accompagnes les gens à gagner en visibilité sur les réseaux. Ouais. Des coachs, des entrepreneurs, des entreprises. Et justement, à partir de ton histoire et de ce que tu as vécu, tu touches beaucoup l'aspect mindset, beaucoup l'aspect émotionnel. Je trouve que c'est une bonne méthode. Mm-hmm. Parce que quelqu'un peut venir te dire, moi, je veux parler de cuisine. OK. Alors que
on l'attend peut-être dans le sport. C'est vrai, ça aussi. Voilà, donc je me dis qu'avec cette approche-là, ça inverse un peu la tendance d'un coach qui va venir dire, ok, tu as dit que tu veux gagner 10 000 abonnés en 2 mois, ok, il t'envoie le lien de sa formation, paye, non, je fais pas ça du tout. Et puis on quitte ça. Je ne fais pas ça du tout. Ouais. Il y a parfois, ça arrive des gens qui viennent à moi, ils repartent sans rien. Je lui dis non, c'est pas ça ce qu'il te faut. Okay. Non, ne prends pas ça. Tu sais pourquoi je fais ça? Parce que notre caution, il faut savoir que les personnes que nous avons en accompagnement sont nos ambassadeurs. Et on est à l'ère des réseaux sociaux, ça ne ment pas. L'image compte beaucoup. Si tu vends du vent, ça va se savoir tout de suite. Oui. Et c'est l'un des meilleurs moyens pour en arriver là. Le fait de prendre... En fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est ceci. Gagner de l'argent, je ne pense pas finalement que ce soit forcément la chose la plus compliquée. Pourquoi je dis ça? Parce que l'argent est souvent la conséquence de la transformation que tu apportes aux autres. C'est souvent la conséquence de la qualité du service que tu donnes aux gens. Plus tu vas donner, plus tu vas être dans le don, plus tu vas être dans le partage, plus tu vas transformer les gens, plus tu vas gagner de l'argent. Okay. C'est simple, c'est mathématique. Et toutes les personnes qui essaient de faire l'inverse vont se casser la gueule. Ben oui, ça va marcher un moment et ça va s'arrêter en fait. Il faut être beaucoup dans le don. Moi, par exemple, je partage beaucoup sur les réseaux, je donne beaucoup dans mon contenu gratuit et parfois ça m'est reproché par certaines personnes. De trop donner? Oui. C'est ma nature qui est comme ça. Ouais. Moi, j'aime les gens, j'aime que les gens ils soient heureux. Si j'essaye d'aider le maximum de personnes que je peux, je sais que c'est ma nature, quelqu'un qui a la main sur le cœur. Oui. J'ai même des fois essayé de dire, bon, allez, tu arrêtes ces trucs-là, mais tu sais, j'ai compris que tu ne changes pas qui tu es. C'est vrai. Okay. Ça vient peut-être de là, mais ça m'a permis de développer aussi cet aspect-là où il faut absolument que, pour moi, quand quelqu'un vient chez moi et qu'il a payé pour quelque chose, c'est mon devoir de lui permettre d'avoir ce pourquoi il est venu. Oui, d'atteindre ses objectifs. Oui, et c'est une obsession chez moi. Donc, je n'arrête pas de chercher à savoir comment je peux faire. Et ce qui fait que souvent, la particularité de mes formations, les gens partent très souvent avec bien plus que ce pourquoi ils sont venus. OK. Alors, je vais te donner une petite anecdote. Oui. C'était une formation sur YouTube, Cash IA, où j'aide les entrepreneurs là-bas à faire des chaînes faceless via les vidéos créées avec l'IA. Oui. Il y avait une charmante dame qui était dans cette promotion. Et puis, du jour au lendemain, elle m'appelle, elle dit, Paulette, j'arrête. Bon, quand je te dis ça, peut-être tu peux te dire qu'elle n'avait pas d'argent pour payer ou quelque chose comme ça. Mais pas, elle avait payé tout d'un coup. OK. Ouais. Et ça, je suis très sensible à ce genre de choses. Et dans des cas comme ça, je vais t'appeler, je ne vais pas te laisser. Et oui, j'ai creusé un peu, j'ai fini par comprendre que c'est quelqu'un qui était profondément blessé, quelqu'un qui traversait des épreuves difficiles, et il y avait toujours ce lien émotionnel. Tu vois. Alors, j'ai appelé un ami, et Joseph, qui a travaillé avec lui, avec elle, oui. Et entre autres, et je l'ai appelé en renfort, parce que parfois, dans certains cas, je fais ça. Et d'ailleurs, on regarde actuellement, probablement d'ici 1 ou 2 ans, on aura un programme assez spécifique, vraiment un mélange peut-être bizarre, mais qui, je pense, va fonctionner pour transformer les gens assez différemment, en fait. À guérir les blessures émotionnelles. Ouais. Et puis, les permettre vraiment de réussir dans ce qu'ils font. Et donc, du coup, cette fille est revenue. Et elle a été l'une des meilleures. Ah ouais? Ouais. Mais si je n'avais pas fait ça, elle serait pas. Pourtant, elle avait à tout payer, hein, donc tu pouvais te dire, ah, pas. Non, je ne fais pas ça. C'est pas ce qui me motive. Tant que je peux agir, j'agis. Et après, si à un moment, ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Mais dans la majorité des cas, ça marche. OK. Ouais. Et du coup, une fois que ce petit travail émotionnel-là est fait, voilà, comment est-ce que tu procèdes avec tes apprenants pour justement leur passer les codes, pour les accompagner à justement percer sur les réseaux, comme on dit souvent? Ah, ça, c'est la partie que j'aime bien. Oui. OK. Ma spécialité, comme tu sais, c'est la vidéo. Oui. Okay? Et je suis convaincue aujourd'hui que si tu es sur les réseaux et que tu veux connaître une forme d'ascension, il faut absolument que tu fasses du contenu vidéo. Oui. La vidéo, c'est un format. Oui. Plein de gens font du contenu. Tu peux faire de la vidéo, tu peux faire des posts, des carousels, toutes ces choses-là. Mais le meilleur format, le format roi, aujourd'hui, c'est la vidéo. Totalement d'accord. Parce
je vois pas quelqu'un aujourd'hui qui a une connexion à Internet, un téléphone, qui passe une journée sans regarder une vidéo. C'est compliqué. Et moi-même, d'ailleurs, il y a des fois, quand je fais des posts, des fois, j'ai eu des réflexions, mais des gens qui disent, mais tout ce que tu écris là, qui va lire? Tu peux pas résumer ça dans une vidéo. Ça revient tout le temps. Et je sais pas, je n'aime pas dire que les Camerounais ou les Africains n'aiment pas lire parce que ça met tout le monde dans le même bateau. Oui. Bon, disons, je pousse beaucoup plus là-dessus. Oui. Et le deuxième problème qu'il y a, c'est que les gens communiquent mal. Alors, ils communiquent mal, c'est pas tellement de leur faute, c'est parce que ils ne savent pas le faire ou peut-être qu'on ne leur a pas appris à le faire de la bonne façon. Il y a des problèmes d'alignement. Alors, ce n'est même pas clair parfois dans certains cas leur business. Et je dis, mais quand ce que tu fais n'est pas clair pour toi, comment tu veux que ce soit clair pour ton audience? Un business, parce qu'il y a deux manières de venir sur les réseaux. Ok. Soit je viens en tant qu'influenceur, je me lance dans l'influence de manière globale, comme il y a plein d'influenceurs qu'on connaît. Soit je viens en tant qu'entrepreneur. L'approche n'est pas du tout la même. Oui. L'influenceur veut des vues parce qu'il veut monétiser directement ces vues-là. Et parallèlement aussi, il va faire des partenariats avec les marques. C'est ça le modèle économique principal. Et il y en a d'autres au centre qui sont influenceurs entrepreneurs. Mais dans la majorité des cas, c'est l'un ou l'autre. L'entrepreneur vient avec un produit ou un service à vendre. Et du coup, il n'a pas besoin de parler à la terre entière. Il a besoin d'être visible auprès de la bonne cible. Il doit attirer la personne qui est en capacité de sortir son argent. Alors, pour que cela fonctionne, c'est une équation qui est simple. L'une des erreurs que je vois la plupart des personnes commettre et que j'ai commis moi aussi, on se trompe souvent en disant que plus mon champ d'action est potentiellement large, plus potentiellement je vais avoir des clients. Okay. Il faut que tel puisse acheter, tel aussi, tel. Mais dans la majorité des cas, c'est pas vrai. C'est l'inverse qui se passe. Quand on se lance et qu'on est connu par personne, tu n'as pas d'audience et que tu pars de zéro, ce que tu dois faire, tu dois tout faire pour être connu pour quelque chose. Tu dois tout faire pour être connu pour quelque chose. Et ça a été le cas pour tous. Okay. Si tu prends Marthe Karine, par exemple, au début, elle parlait principalement de e-commerce. Et aujourd'hui, quand tu dis Marthe Karine, ce qu'on a envie de dire, c'est e-commerce. Pourtant, aujourd'hui, elle propose du leadership, plein d'autres choses. Quand tu prends Philippe Simo, par exemple, au début, c'était beaucoup plus le business. En Afrique, un petit peu, on va dire, de thématiques autour de l'Afrique, de la politique, ce genre de choses. Et je mets au défi quiconque ne me croit pas d'aller sur leur chaîne et de regarder. Aller voir le début. Et ce qui se passe, c'est qu'au début, quand tu arrives sur les réseaux, personne ne te connaît. Alors, l'algorithme, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, c'est un système où l'objectif des algorithmes, c'est de présenter le bon contenu à la bonne personne au bon moment. Parce que leur objectif, c'est de nous enfermer, nous emprisonner sur la plateforme le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible, parce que c'est très concurrentiel. Voilà. Oui. Alors, si tu restes longtemps, ça veut dire que tu repères des contenus qui t'intéressent et que tu regardes jusqu'au bout. Et ça va faire leur affaire parce que les marques, les annonceurs adorent ça aussi. Vu que leur modèle économique, dans la majorité des cas, ils gagnent de l'argent par la publicité. Oui. OK. Alors, donc, ça veut dire que ce qu'ils veulent, eux, c'est de favoriser les créateurs de contenu qui vont faire du bon contenu. Contenu intéressant, oui. Du coup, comment ils font pour savoir qu'un contenu est intéressant? Parce que ce n'est pas des êtres humains, ce sont des algorithmes. Alors, ils vont donc regarder certains indicateurs. Alors, il y en a plusieurs. La durée de visionnage de la vidéo qui est la métrique qui devient de plus en plus la plus importante. Oui. OK, et puis l'engagement autour, les likes, les partages, les commentaires, toutes ces choses-là. Alors, pourquoi la durée de visionnage? Parce qu'on est d'accord que plus quelqu'un va loin dans ta vidéo quand il la regarde, c'est parce que ça l'intéresse. Ça l'intéresse, oui. OK. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il a ce signal-là, plus les autres, OK, autour qu'il va analyser pour pouvoir comprendre. La deuxième chose, c'est que ça analyse aussi, ça transcrit ta vidéo pour comprendre de quoi tu parles. C'est ça qui permet à l'algorithme de te mettre dans une certaine catégorie. Parallèlement, il y a les utilisateurs. Il connaît aussi les utilisateurs. Comment il fait pour nous connaître? On est abonné chez qui? Quels sont les créateurs que nous suivons? Les comptes où on est abonné? Les vidéos qu'on like? Ce genre de choses. Oui. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué que quand tu crées une nouvelle chaîne YouTube, un compte YouTube, Google, tu vas sur YouTube, il n'y a rien. Oui. Tu fais tes premières recherches. Après, quand tu reviens, il y a du contenu qu'on te propose de manière automatique. C'est ça, oui. Ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il a analysé, il a compris ce qu'on est.
Alors, quand il y a un créateur qui poste du contenu et que ça passe de manière positive, ce test, t'as dit durée de visionnage et tout, il se dit, ça c'est bon. Ce contenu est intéressant parce que les gens regardent longtemps. Oui. Et vu qu'il veut que nous restons emprisonnés sur la plateforme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc présenter le contenu aux personnes qui sont susceptibles d'aimer parce qu'il te connaît, mais il a aussi compris ce qui est dans ce contenu. Quand tu vas ouvrir ta page YouTube, ça apparaît par défaut à côté d'une vidéo que tu regardes. C'est ce qu'on appelle une impression. D'accord? Oui. Et maintenant, il va mesurer ce qu'on appelle le taux de clic par impression. Alors, je te présente des vidéos. On attend. Est-ce que tu vas cliquer dessus? Oui. Et qu'est-ce qui nous fait cliquer sur une vidéo? Souvent, on regarde la miniature. Ah, c'est beau. Le titre aussi. Et on clique. On commence à écouter. Est-ce que c'est intéressant? On va de plus en plus loin. Donc, c'est vraiment ta capacité à conduire les gens. Le fil, oui. Alors, c'est pour ça que l'écriture du script d'une vidéo YouTube est assez particulière parce qu'il faut comprendre ça. Et il y a des mécanismes qu'on injecte pour maximiser la rétention de bout en bout. Donc, il faut absolument il faut comprendre ces choses-là. Et il faut coupler ça au fait que tu aies choisi une thématique dans laquelle tu vas te lancer. Il faut une niche, absolument, quand tu débutes. Et alors, quelqu'un te découvre. Il va dire, c'est pas déconnant ce qu'il dit, il n'est pas con. Il va regarder une deuxième fois, il va aimer ce que tu dis. Et c'est comme ça qu'il va s'abonner. Et il va commencer à te suivre. Il est entré dans ton tunnel et il va grandir. Sauf qu'à un moment, il arrive à une étape où votre relation change. Il est fan de toi. Après, il t'aime comme un membre de sa famille. Il est prêt à ce que tu lui parles d'autre chose. Dans ce sens-là, ça marche. C'est pour ça que je conseille aux gens au début, tu te spécialises dans quelque chose, surtout si tu n'es pas connu ou si tu n'as pas de prédisposition. Si je prends un PDG qui est hyper connu aujourd'hui, il arrive à n'importe quel moment, ça va, c'est pas pareil. Tu viens, tu te spécialises dans quelque chose, tu commences à construire cette communauté qui grandit, et tu as une base de fans. Voilà. Regarde Philippe aujourd'hui, il parle de nutrition, de toutes ces choses-là. Sport, voilà. Il n'aurait pas pu faire ça au début, ça n'aurait pas marché, du moins pas comme ça. Il a lancé une nouvelle chaîne à lui-même qui porte son nom. En quelques semaines ou un mois, il a, je crois, pratiquement 20 000 ou bientôt 20 000. Il parle de politique totalement. C'est parce qu'il a une tribu, c'est parce qu'il a pris le temps. En fait, en gros... Son nom est une marque aujourd'hui. C'est ça. Tu prends le temps de construire ton nom et après, ton nom travaille pour toi. Totalement. Et c'est ce que j'enseigne aux gens. Et c'est comme ça que je leur montre comment est-ce qu'il faut faire. Donc, beaucoup de personnes commettent énormément d'erreurs. Et il y a aussi, quand tu viens en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas oublier qu'on est là pour du business. Et je vois trop de personnes se tromper de combat. Ils font la course aux likes, aux abonnés. Aux vues, mais ça ne remplit pas ton frigo, je suis désolée. Ils ne comprennent même pas ce qu'on appelle une stratégie de contenu. Tu pars de je vais aider qui? La fameuse niche, là, c'est simplement un groupement de personnes qui ont des problèmes communs, c'est tout. C'est quoi le problème, là? Est-ce que c'est assez compliqué pour eux? C'est assez dur, là, au point où ils sont prêts à dépenser pour ça. Et un contenu est intéressant pour une personne. C'est intéressant pour une audience. Comme je dis souvent, imagine, tu décides de... je vais aider les diabétiques à guérir grâce à l'alimentation. Bien sûr que c'est une bonne thématique. C'est d'ailleurs un problème qui est très fort pour un diabétique. Mais si quelqu'un n'est pas diabétique ou s'il n'a pas un diabétique dans sa famille, il n'en a rien à cirer. Totalement. Alors, au lieu de l'étudier, lui, de comprendre ses défis, ses centres d'intérêt et de lui parler, alors tu fais la course à la viralité. Tiens, en ce moment, il y a ça qui est tendance, machin, tout ça. Et puis, le danger, tu sais, tu vas attirer des gens qui ne sont pas intéressés par ta thématique principale. Tu fais ce qu'on appelle, tu crées des micro-audiences sur la même chaîne. Si tu te rappelles de ce que je t'ai expliqué tout à l'heure sur le fonctionnement des algorithmes. Alors, tu crées un truc, aujourd'hui tu parles de cuisine, disons, demain tu parles de sport. Moi, je me suis abonné chez toi pour la cuisine. Tu me parles de sport, j'aime pas plus que ça. Si j'arrive, je clique. Au début, tu parles de ça, je m'en vais. Or, autant c'est pas forcément un mauvais contenu, mais c'est de ta faute, tu as tué ta chaîne. Je l'explique souvent aux gens, ils veulent pas, j'ai envie de parler ça, je dis, tu vas continuer. Pourtant, si tu le fais plus tard, en fait, ils vont t'écouter parce que tu es déjà devenu un membre de leur famille. Ça c'est clair. Tu vois? Deuxième problème grave, puis pour arrêter, il y a tellement à dire là-dessus. Mais là, c'est même une grosse masterclass que tu viens de faire. Les gens, la plupart des gens que tu vois sur les réseaux ne gagnent pas d'argent. Ou en tout cas, pas assez pour en vivre. Et l'une des raisons principales,
c'est ce problème d'alignement. C'est assez mathématique. Alors, j'identifie un problème fort. Et quand je dis fort, ça doit être très fort parce qu'il faut que ce soit l'équivalent de cet exemple que j'aime bien. Quelqu'un qui dit je vais prendre soin de ma santé, je vais faire du sport, je vais mieux manger, toutes ces choses-là. Oui. Et quelqu'un d'autre à qui on te dit demain tu as un cancer. C'est pas pareil, celui qui a le cancer, il cherche vite le meilleur hôpital, il est où, le meilleur médecin. Ouais. Il faut que le problème que tu identifies pour ton audience ait le même niveau de douleur. Là, il sera pressé de sortir son argent. Sinon, dans le cas contraire, tu vas devoir faire énormément d'efforts pour le convaincre. Et c'est chaud. Ensuite, il manque de l'alignement dans ce qu'ils font. Parce que si tu as trouvé un problème fort et qu'en face, tu sais à qui tu t'adresses, tu te contentes de comprendre à qui tu t'adresses et que tu mets une réponse sous forme de programme, de produit, et que tu mets en place une stratégie de contenu. Donc, tu sors tes contenus piliers. En fait, c'est simplement les grosses thématiques autour desquelles tu vas faire du développement et tu fais et que tu sors sur chaque grande thématique. On a 3 types de contenu. Du contenu de visibilité, d'expertise et de vente. Alors, tu fais ton calendrier de publication, ce que d'autres appellent éditorial, et tu fais des rotations. Tu dis, si je poste 3 fois par jour, peut-être c'est visibilité, et puis expertise. Et puis la vente, bon, il faut que ça vienne quand même en proportion moindre que le reste. Que les autres. Okay. Et la deuxième chose, c'est que tu dois absolument savoir comment on écrit un poste de vente. Quelles sont les structures, quelle est la façon de faire. Comment on écrit un poste de visibilité. Quelles sont les thématiques qui vont apporter de la visibilité. Okay. Quelles sont les thématiques du quotidien. Okay. Et tu planifies en fait ce que tu dois faire. Si tu fais juste ça, il n'y a aucune raison que tu n'aies pas de résultat. Le problème, la plupart des gens le savent d'un point de vue théorique, mais ne l'appliquent pas. Ah ouais. Parce que c'est quand même dur. Hein. Et je pense que c'est ça dans la plupart des aspects de la vie. Surtout sur des choses qu'on pense qui sont très faciles. Je vois par exemple le métier de community manager. Enfin, quand ça a commencé à monter en puissance et que ça a pris une explosion dans les années 2019-2020 avec la Covid, tout le monde pensait qu'il peut être community manager. Pourquoi? Parce qu'on se dit, c'est gérer les réseaux. Moi, j'ai déjà un compte Facebook. J'ai déjà TikTok venait de percer en Afrique. J'ai Instagram. Quelle est la raison pour laquelle je dois donner des centaines de milliers de francs ou d'euros à quelqu'un pour qu'il gère mes réseaux? Alors que moi, je fais déjà ça. Et c'est un peu le jeu dans lequel les gens s'enferment quand on parle des domaines où on pense qu'on sait le faire. C'est ça. Pourtant, on a besoin d'accompagnement, on a besoin de pratiquer de la bonne manière. C'est vrai. Ou peut-être quand quelqu'un va pousser et qui va comprendre de quoi il s'agit, se rendre compte que c'est un emploi à temps plein et tu ne peux pas le faire. Comme quand tu parlais tout à l'heure de Joseph Mawena, je l'ai découvert quand je montais une de ses vidéos d'un podcast. Ça vous concerne pas. Et quand je voyais le sujet qu'il abordait, la transformation, mindset, blessure interne là, je ne comprenais pas trop. Même si je trouvais ça passionnant, ce qu'il abordait, je trouvais ça tellement bien. Mais je ne comprenais pas trop. Je me disais, c'est encore les affaires des gens là. Parce que quand tu vas en Afrique, tu parles de psychologie. On dit, va voir un psychologue. Non, on parle là-bas qu'on est fou. Donc, d'ailleurs, tu sais, je t'ai parlé de la série que j'ai fait avec Canal. Alors, le titre, c'est Ewusu. Ça veut dire sorcellerie. Et dedans, en fait, on oppose la psychologie, ce qu'on appelle la sorcellerie des Blancs. À la sorcellerie africaine. Et au travers des épisodes, justement, on développe des histoires qui mettent en avant plein de choses qui arrivent aux gens aujourd'hui, qu'en Afrique, on attribue à la sorcellerie. Alors que c'est simplement de la psychologie. Du dédoublement de personnalité, je ne sais plus comment ça s'appelle, tu sais, le déni de grossesse, toutes ces choses-là. On dit que c'est la sorcellerie, non? Plein de trucs qui sont du domaine de la psychologie. Ça m'a fait penser à ça. En tout cas, je pense que c'est une production qui aide à répondre à ce problème-là parce qu'on n'y croit pas. En fait, on ne connaît même pas que ça existe. Quand tu dis à une personne, va voir un psychologue. Non, pour lui, c'est qu'il faut atteindre le niveau de la folie. Pour arriver à ce stade-là. Exactement. Et ça me fait penser à un monsieur, j'avais vu dans une série, camerounaise toujours, on leur a demandé d'aller voir un psy pour leur couple, donc pour leur relation. Il dit non, moi je suis un homme, je suis marié,
Je vais aller payer quelqu'un pour qu'il me dise comment gérer mon foyer. Ça n'a pas de sens de dire non, lui, pour lui. Non, je suis un chef, je suis un patron. Ça, c'était un problème. Et c'est quand au final, ils sont allés expliquer tous leurs problèmes là-bas, tout. Et puis, les choses allaient mieux pour eux. C'est vrai qu'on a beaucoup de problèmes mentaux. Et le pire, c'est que dans notre génération, les gens avancent avec ça. Oui. Les gens avancent avec des... Quand je te dis que c'est on a des problèmes. Je te raconte cette histoire-là de la maman de la fille qui voit sa maman couper des courgettes dans un sens sur la longueur et de la mettre dans sa casserole. Et la fille trouve que tu perds du temps, quoi. Coupe ça comme ça et puis voilà. Mais la maman elle dit à la mère, mais pourquoi tu fais ça comme ça? La mère qui lui dit, parce que ma mère faisait comme ça. Okay? Ouais. Et bon, la grand-mère est encore là, et la grand-mère lui dit, parce que sa mère à elle faisait ça. Par chance, l'arrière-grand-mère est là, et elle demande à sa grand-mère, pourquoi tu faisais ça? La grand-mère lui dit, parce que ma casserole était petite. Ah ouais. Et si tu savais le nombre de choses dans lesquelles nous sommes enfermés aujourd'hui, pourquoi les gens se bloquent leur vie pour des conneries qui n'ont aucun fondement? Prenons les femmes. Alors, aujourd'hui, nous avons grandi dans une société où on apprend les femmes ne parlent pas trop. La femme doit se taire. La femme ne fait pas ci. Ça place à la cuisine. Mais c'est quoi ces histoires? C'est n'importe quoi. Qui a dit qu'une femme qui fait des choses aujourd'hui, c'était une mauvaise femme? Qui a dit? Non, je comprends pas. Ah non, moi, elles doivent s'exprimer. Moi, en tout cas, aujourd'hui, j'ai appris à ne plus m'excuser d'être compétente. Ah ouais. Je fais ce que j'ai appris. C'est tout. Bravo. Alors, on va parler aussi d'intelligence artificielle. Parce que tu l'as dit, c'est un sujet, un aspect qui touche une bonne partie de tout ce qui est création de contenu aujourd'hui. Comment est-ce que tu t'intéresses à ça? Parce que tu as beaucoup parlé de vidéos. Moi, je te découvre quand tu parles de vidéo. La reine de la vidéo, il faut préciser. Donc, comment est-ce que tu t'intéresses à l'IA et comment est-ce que tu en arrives aujourd'hui avec tout ce que tu génères? Parce que quand je vois les images, elles sont très, très belles. Oui. Il y a de cela, je crois que ça fait déjà 2 ans que ça a débuté. En tout cas, au tout début de ce mouvement-là, je créais du contenu sur LinkedIn. Et un matin, tout le monde parle de ChatGPT. Bon, ça ne m'a pas intéressé plus que ça. Mais ça continue, on persiste. Puis à un moment, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Je vais voir. Et je cherchais comment avoir accès à ça. J'ai réussi, j'ai trouvé le truc et j'ai posé une question. J'ai dit, waouh, j'étais sur le cul. À ce moment, j'ai compris que c'était le début d'une révolution. Et ce truc ne m'a plus jamais quitté. Allez, je suis entrée là-dedans. Déjà, je pense que j'ai une prédisposition naturelle à ce genre de choses. Je t'ai déjà dit. Et alors, la deuxième raison, c'est que moi, j'aime pas trop quand il faut rédiger. Je le fais, mais bon, c'est pas ce que j'aime le plus. Ok, il faut écrire tout ça. Mais je me dis, il y a un truc là, un deuxième cerveau qui va tout écrire pour moi. Ça va aller vite. C'est comme ça que ça a commencé. Mais j'ai compris tout de suite la puissance de l'IA. Et je suis entrée là-dedans. J'ai commencé. Très vite, j'ai pris une formation. Parce qu'il y a des gens qui ont sorti aussi des formations très vite. J'ai cherché à comprendre c'est quoi le prompt. En fait, je bouffais que ça. Donc, c'est à ce moment-là que ça a commencé. Et au début, je n'ai pas commencé à partager. Je découvrais plutôt en quoi ça pouvait m'aider. Et j'étais émerveillée tous les jours. Et je voyais de plus en plus ce que je pouvais en faire. Alors, j'ai commencé par voir l'aspect de l'IA générative, du texte, des images, de la vidéo. Et après, en évoluant, j'ai mis un pied tout doucement dans le monde de l'automatisation et j'ai vu tout ce que ça pouvait nous apporter. Et parallèlement, tout le monde en parlait. On va dire, aux États-Unis, ça fait le boom, en Europe aussi. Mais j'avais l'impression qu'en Afrique, c'est le silence. On se tait. Parallèlement, il y a Gamaël, notre ami, qui avait commencé à faire du contenu. Parce que, en tout cas, sur Facebook, il a commencé un petit peu. Je me suis dit, tiens, voilà, il y a une personne qui a commencé à le faire. Mais c'est tout. Et je me suis dit, OK, on va voir. Et j'ai commencé tout doucement à partager là-dessus. Et puis, ça a pris. Bon, je sais que j'ai aussi une façon assez particulière de transmettre, qui est assez pédagogue. Et j'ai cette facilité-là à transmettre des choses qui sont compliquées, de telle sorte qu'on a l'impression que finalement, c'est très facile, simple. Et très vite, j'ai construit une nouvelle audience autour de ça. Pourquoi j'ai partagé? Parce que j'ai été convaincue tout de suite de ce que ça pouvait apporter. Moi, aujourd'hui, je me positionne sur l'IA en tant qu'utilisateur, pas en tant qu'ingénieur. Je ne suis pas ingénieur en IA.
Je prévois même d'ailleurs l'année prochaine de rentrer dans une formation pour pousser un peu. Je sortirai avec un master, bon. mais c'est volontaire, ok. J'ai besoin de pousser, d'aller au-delà parce que j'aime bien. Mais j'ai commencé à partager parce que j'ai vu l'intérêt de ça. Puis à un moment, je me suis rendu compte que l'IA a évolué vite. Tu vois, ça évolue très, très vite. Très, très. Au départ, on pouvait tout maîtriser, être plus ou moins au courant de tout ce qui sort, tester et autres. Mais très vite, on est submergé. À un moment, moi-même, j'avais une overdose de contenu. J'en pouvais plus. Quand j'ouvrais YouTube, je ferme parce que j'ai dit, oh là là, laissez-moi. Je peux pas voir tous les contenus qu'il y a aujourd'hui. C'est trop. Et très vite, j'ai compris que les gens sont perdus là-dedans. Et j'ai dit, si je veux continuer à les aider, là, il va falloir que je puisse leur montrer en quoi ça peut leur servir de manière concrète dans le quotidien. Et c'est là où j'ai commencé à simplifier, par exemple, l'intelligence artificielle pour ceux qui sont dans le domaine du e-commerce. Okay? Alors, en quoi ça les aide si on prend ne serait-ce que l'aspect marketing digital, les visuels, la vidéo, tous ces genres de choses. Et tu vois bien que ça se raccorde à ce que je faisais déjà. Donc, c'est une évolution pour moi qui est naturelle. Et ma curiosité m'a fait rajouter la dimension de l'automatisation et toutes ces choses-là. Okay. Et la deuxième raison, c'est que je l'implémente moi-même dans ce que je fais. Et les résultats sont assez impressionnants en termes de gain de temps. C'est ouf, franchement. Et tu vas beaucoup plus loin aujourd'hui dans ce que tu fais. Par exemple, de rédaction de scripts des vidéos YouTube, je pense que ChatGPT peut être justement un très, très bon levier. Ça, c'est sûr. Mais après, il y a une dimension 2 aujourd'hui. Le minimum, c'est de construire des mini-outils. Je crois en fait que la puissance de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est de le prendre et de le modeler, chacun le modèle, pour l'utilisation qu'il a besoin. Par exemple, moi, j'ai des GPT que j'ai construits aujourd'hui pour pratiquement toutes mes utilisations. Ou des mini-automatisations qu'on construit. Je ne perds plus du temps sur beaucoup de choses. Création de contenu, j'ai créé un GPT qui me connaît, qui parle comme moi. Il a mon ton, mon style. Je l'ai nourri avec mon histoire, avec mes expériences et aussi avec tout ce qu'il garde en mémoire, de par nos discussions du quotidien. Ce qui fait qu'il il donne des idées, mais surtout il écrit comme moi, avec mon style, mon ton et une empreinte de qui je suis. Et c'est quelque chose qui manque beaucoup dans la majorité de contenus que je vois aujourd'hui. Parce que l'IA écrit bien, du coup, tout est parfait, il n'y a plus de faute d'orthographe sur les réseaux. Mais partant du fait que beaucoup de gens n'ont aucune formation sur le marketing digital, la création de contenu, c'est quoi un bon contenu, tout ça. Donc, en fait, cette étape-là se ressent que ça manque. Ils vont prendre du contenu que l'IA a donné, ils plaquent. Mais c'est pas bon. C'est pas eux, en fait. Non. Et les gens le ressentent, malheureusement. Et du coup, ils vont pas loin. Et c'est pour ça que malgré ça, ils se disent, mais je fais pas de vues. Je vends pas, mais je comprends pas. Mais c'est parce que c'est pas comme ça que ça marche. Il y a une étape qui manque. Et donc, l'accès à la personnalisation des outils aujourd'hui, il faut juste faire un effort pour comprendre comment ça marche. En tout cas, c'est un niveau élevé. Moi, je dis au niveau de l'IA, il y a une forme de pyramide de valeur. En dessous, tu as simplement l'IA générative, génération de texte, de posts et tout. Quand tu vas monter d'un cran, tu arrives sur, la construction d'outils pour les gens. Au-dessus, tu as l'automatisation. Après, tu as des agences. Tu as un peu tout. Bon, plus on monte, plus il y a de la complexité aussi. D'accord. Ça, c'est vrai. Et tout le monde, la majorité des gens se limitent au premier niveau, malheureusement. Alors, il y a une question ou encore une problématique qui est soulevée constamment depuis un moment ou depuis des années concernant l'IA. C'est au niveau du chômage et de l'emploi. Est-ce que les gens risquent de perdre leur boulot, surtout ceux qui sont dans les domaines techniques, créatifs. En tout cas, je pense qu'on l'utilise dans tous les domaines. Est-ce que les gens risquent de perdre leurs emplois à cause de l'IA? Qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, ça va changer. Ça a déjà changé et ça change. Parce que la façon de travailler devient différente. Et certains métiers, certains boulots vont se transformer. Tu vois, par exemple, dans des entreprises au niveau du service client, il y avait toute une équipe. Ceux qui sont dans le domaine du e-commerce et autres, aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'avoir tous ces gens. Il y a des chatbots et autres. Mais ce que ces gens-là doivent faire, c'est d'apprendre très vite à utiliser ces outils pour faire ce que l'outil fait à leur place et à être assez agile pour, si finalement, ça nécessite totalement de se reconvertir, il faut se reconvertir. Tu vois.
Qu'est-ce qu'on dit? Tu l'as dit de manière un peu belle, mais pour ne pas dire qu'en fait, si c'est trop chaud, change de boulot. Oui, en fait, il faut épouser l'intelligence artificielle. Ouais. En fait, il n'y a pas le choix, c'est ce qu'il faut faire. Et il y a quelque chose qui me fait rire. J'ai eu un débat avec des photographes récemment sur Facebook parce que, en fait, c'était juste pour rire. Hein. On dit que l'IA va tuer les photographes, il y en aura plus. Ils sont venus sur moi, ou n'importe quoi. Qu'est-ce que tu dis? Je les ai dit, mais moi-même, je suis photographe. Ouais, c'est n'importe quoi. À l'époque, tu sais, il n'y avait pas encore Nano Banana. Donc, pour faire une photo qui te ressemble, c'était compliqué. Ouais. C'était à peu près, mais ce n'était pas ça. Oui. Le jour où Nano Banana est sorti, j'ai fait cette vidéo avec tellement de fierté parce que c'était une réponse à mes amis. Et je leur ai dit, vous voyez les shootings photos IA, qu'est-ce que vous en pensez? Ils disent, oui, mais il faut que l'IA ait shooté un mariage. Je les ai dit, je n'ai jamais dit que l'IA allait remplacer totalement les photographes. Je n'ai pas dit ça. Mais ça répond déjà. Que les gens savent maintenant répondre par eux-mêmes à 80% de leurs besoins. Oui. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'il n'y a que l'excellence qui sera récompensée. Pourquoi je dis ça? Récemment, par exemple, j'avais besoin de faire des visuels pour ma boutique sur Chariot. Oui. Et j'ai fait un appel d'offres, je peux dire ainsi. Et il y a un jeune là qui est venu et dit qu'il sait faire le truc et tout. OK, on a conclu le deal. Il est allé bosser, il m'a envoyé les visuels, nul à chier. Mais je ne crois pas comment on peut livrer ça. Non, je rêve. J'ai même pas envie de voir ça. Non, c'était nul. J'ai même pas pu mettre là-dessus. Mais par contre, je suis allée, j'ai demandé, mais trouvez-moi le meilleur dans le domaine. Et on m'a envoyé un mec là. Et oui, il a fait un travail digne de ce nom. OK. Et aujourd'hui, là, je suis en train de refaire mon branding, repositionner, identité visuelle et tout ça. Hein. D'ailleurs, je passe sous le label de Nodi Labs. Ça va se découvrir au 1er janvier. OK. Et il travaille là-dessus. Pour une seule raison, il est excellent. Et lui, il est saturé de boulot. Pendant que la majorité des graphistes n'ont plus de boulot, il est saturé. Tu vois que même, malgré ça, quel qu'en soit ce qu'il fait, on a toujours ce côté où fais bien ce que tu fais. Oui. Ceux-là, ils vont pouvoir rester. Mais malheureusement, ça ne suffira pas parce que la majorité des personnes vont devoir en pâtir quand même. Ouais. Parce qu'en fait, si l'IA, donc Nano Banana va répondre à 80% des problèmes des gens qui ont besoin de photos et tout ce qui va avec. En fait, ça va faire que la demande baisse. Donc, si toi, tu avais par exemple 100 demandes par mois, mais bien sûr. Ça baisse en fait. Ouais, l'année dernière, je m'étais fait un shooting où ça m'a coûté 800 € à peu près pour 2 heures de shoot, les vêtements, le temps, tous ces trucs-là. Mais aujourd'hui, non. Dès que Nano Banana est venu, je crois qu'il n'y a pas quelqu'un qui change les photos comme moi sur Facebook. Hein. D'ailleurs, j'ai fait une formation là-dessus. Bon, c'est vrai que j'ai facilité la. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes une photo de base? Oui. OK. Et tu donnes le prompt, tu dis ce que tu veux. Hein, je veux lui dire. Il peut te mettre en jean, après il te met en culotte, après il te met en veste. Tu lui dis, OK, mets-moi dans le bureau, dans un bureau qui ressemble à celui de Tony Olumelou, si je prononce bien. Alors moi, j'ai plein de vêtements maintenant. Donc, tu peux avoir tes 2 vêtements là, et puis sur les réseaux, tu deviens comme quelqu'un qui en a 1000. Oui. Par contre, il faut quand même que les gens ne se perdent pas dans tout ça. OK. Il faut pas qu'on oublie les notions de comment on dit, de branding, les notions comment on dit, d'identité et autres. Absolument, il faut pas oublier parce qu'il faudrait que le type de contenu de photos que tu produis, de visuels, soit quand même en cohérence avec ce que tu dis. OK. Donc aujourd'hui, j'ai fait des GPT qui te permettent de personnaliser la photo que tu vas produire en fonction, par exemple, du post que tu fais. OK, ça traduit l'émotion de ce que tu dis dedans. Donc, comme ça, il n'y a pas un décalage entre ce qu'on voit et ce qu'on est en train de lire. Vu qu'on peut se le permettre aujourd'hui. C'est facile à faire, moi je fais. Et puis voilà, j'ai développé cette formation-là sur le shooting photo de branding. OK. J'ai fait une autre pour mes amis du e-commerce pour faire des photos de produits. Produits, exactement. Et là aussi, je dis, c'est là où en développant ça que j'ai vu qu'il y a toujours un manque de connaissances. Les gens ne savent pas que dans les photos de produits, il y a 4 types de photos. Quand je dis ça, on dit, ah bon? Dans les sociétés e-commerce. Il veut gagner plus d'argent. Bon, il se débrouille. Il y en a 4. Il y a du pack shot. Tu vois, c'est quand tu prends le produit, là, les photos de près dans tous les sens, là. Oui. Après, tu as ce qu'on appelle du lifestyle.
c'est l'utilisation du produit dans le quotidien. Dans le sens où on le vit. Ouais. Après, tu as de la photo émotionnelle, du storytelling émotionnel. Il faut que ça dégage une émotion, même si c'est d'autres choses qu'on met là-dedans et que le produit est présenté. Oui. Après, tu as le brand environment. C'est le produit. Dans son environnement, si je prends une chaussure, un sac de luxe, tu vas montrer l'enseigne, la boutique, le produit sur les rayons, tout ce genre de choses. Mais il faut de tout ça dans ta strat pour que ça ait l'impact que nous cherchons. Ils ne savent même pas. Tu vois? Ah ouais. Franchement, merci beaucoup pour l'ensemble de ces valeurs-là. Aujourd'hui, pour l'IA en Afrique, comment ça se passe? Parce que j'imagine VO3 de Google, par exemple, je pense que même en France, il y a un peu des limites parce que le numéro, enfin, c'est plus pour les États-Unis. Parce que moi, j'avais essayé et quand j'ai vu qu'il y avait... je pense qu'il fallait que j'utilise un VPN. C'est ça. Et n'étant pas dans le genre d'utiliser ça, j'ai d'abord mis de côté, j'ai dit je vais revenir. Donc j'imagine que pour ceux qui sont encore en Afrique, c'est encore un autre niveau de complexe. Comment est-ce que tu procèdes pour cette catégorie de personnes-là qui n'ont pas justement qui sont pas dans les bons pays en fait? Bon, ils utilisent des VPN. C'est la solution pour tout le monde aussi, oui. Ouais. Il y a des VPN qui sont gratuits, donc ils ont cette possibilité-là. VO3, par exemple, oui, au début, même en France, pour l'utiliser, j'avais besoin de passer par un VPN. Je pense qu'aujourd'hui, c'est bon. C'est bon? Oui. Donc, je vais pour la France. Oui, pour la France. Mais ils galèrent beaucoup avec des abonnements. Aujourd'hui, par exemple, j'étais avec une élève qui m'a appelé pour que je l'aide à acheter un abonnement sur VO3. Mais je ne suis même pas allée au bout, je vais regarder ça demain. Mais pour revenir à ce que tu dis, c'est compliqué. Mais cependant, il y a des alternatives. J'ai fait une vidéo l'autre jour, par exemple, avec le modèle de Facebook. Plutôt, et les résultats étaient plutôt assez bien. Donc, en général, en Afrique, ils vont beaucoup plus se débrouiller avec des modèles gratuits. Tu sais qu'il y a déjà la limitation du fait que ce soit payant. C'est pas tout le monde qui peut se permettre. Se permettre ça, oui. Oui. Et soit tu es déjà arrivé à un stade où peut-être ta création de contenu est devenue rentable. Là, ils peuvent. Sinon, c'est un peu compliqué. Oui, il y a la vraie barrière, c'est souvent au niveau des outils qui sont payants. Tout le monde te demande est-ce qu'il n'y a pas une alternative gratuite. Mais pourtant, quand tu veux faire du travail pro et que tu veux de bons résultats, souvent, il faut payer les outils. Les meilleurs outils sont payants. Sont payants, c'est ça. Ouais. Et même certains outils te proposent une version freemium d'abord pour que tu commences à prendre conscience de ce que ça peut t'apporter. Et quand tu veux faire certains changements, oh non, top, va sur la carte. C'est ça. Ouais. C'est pour ça, souvent, les clients, là, je fais des fois des vidéos de présentation de produits, des vidéos publicitaires aussi pour des marques. Et il y a des gens qui viennent à moi. Je leur dis, les tarifs, c'est entre 300 € et 5 000 €. Oui. Ouais, mais tu ne peux pas faire à 50 €. Je dis, mais est-ce que tu sais que il faut même d'abord payer l'abonnement, il faut payer des crédits. Bah oui. Mais ce n'est pas possible. Bah oui. Il ne peut pas. Je lui dis, à un moment, il faut respecter le Donc, toi, tu as dû recharger, mais quelqu'un veut que tu fasses ça gratuitement. C'est fou quand même. Non, je peux pas. En tout cas, merci pour l'ensemble de ces valeurs. Je pense que si on doit parler de tout, on aura même 5 heures ici. On va jamais finir. Donc, je vais te dire merci. Merci à toi. On a parlé de beaucoup de choses. C'est vraiment, je pense que ceux qui vont écouter ce podcast jusqu'au bout, vous n'allez pas sortir tel que vous avez commencé. Donc, pour sortir, voilà ta caméra. Tu vas passer un message à 2 personnes. Premièrement, à une femme qui est dans la situation dans laquelle tu étais avant. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'exprimer. Elle a la connaissance, elle a le potentiel, elle peut faire des choses incroyables, mais elle n'arrive pas à... Elle est enfermée en fait, tu connais. Et deuxièmement, c'est une personne dans le business. Quelqu'un qui, voilà, un jeune ou une jeune femme qui se bat, qui n'a surtout pas assez de moyens, mais qui est quand même conscient du fait qu'il faut investir dans ci ou ça, mais qui essaie de jongler qui essaie de jongler par tous les moyens. Elle est prête à investir, elle est prête à apprendre, elle est prête à mettre de l'argent s'il faut, mais c'est compliqué. Voilà. Alors, je vais commencer par cette chère dame qui se reconnaît dans la version d'avant de Paulette. Alors, ce que je veux te dire, c'est que le simple fait que tu me vois en train de parler, de te parler, de t'adresser ce message, devrait suffire pour que tu puisses comprendre que tu peux en sortir, pour que tu comprennes qu'il y a une autre possibilité. Okay? Moi, j'ai frôlé le bas par rapport juste à cause de ce blocage-là que tu dois avoir au jour d'aujourd'hui. Tu peux en sortir, c'est la clé. Et finalement, il faut que tu
Sois honnête avec toi-même, que tu fasses une introspection et que tu ailles comprendre d'où ça vient. Parce que les raisons ne sont pas toujours les mêmes d'une personne à l'autre. Ensuite, deuxièmement, tu dois prendre la décision ferme de sortir de là, ok? Et tu mènes les actions qu'il faut, tu vas sortir. Par contre, tu n'es pas prête de ce qui t'attend de l'autre côté. C'est une autre vie, Tu vas commencer ta vie et tu verras qu'il n'y a que le ciel qui est la limite, ok? Donc, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux et décide-toi. Et tu vas voir que ta vie elle va complètement changer. Maintenant, toi, si tu es dans le business et que peut-être tu te poses des questions, peut-être tu doutes parce que tu as l'impression que ce sont les personnes qui ont beaucoup plus de moyens qui s'en sortent. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Peu importe comment est-ce que tu as grandi, peu importe l'univers dans lequel tu as grandi, que tes parents n'aient pas d'argent, que tu aies même perdu tes parents quand tu étais petit, peu importe la situation que tu traverses. Ce que tu es aujourd'hui ne détermine en aucun cas ce que tu seras demain. Si c'était vrai, alors il y a très peu de personnes qui viennent de familles pauvres qui réussiraient. Il y a très peu de personnes qui démarrent des business sans rien aujourd'hui, qui ont bâti des fortunes. C'est pas vrai du tout, ok? Donc, ce que tu vas faire, c'est de te concentrer sur ce que tu veux, ok? Et tu fais un business qui est aligné. Tu commences avec quelque chose qui est aligné avec les capacités financières que tu as. Si demain, tu veux, par exemple, mettre de ton argent pour construire des maisons et revendre, tu es obligé de commencer par quelque chose qui ne te demande aucun capital. Et sache que le temps que tu as, ton temps, c'est déjà une forme de capital. Si tu n'as pas d'argent pour te former, il y a des vidéos gratuites aujourd'hui, il y a l'IA, il y a plein de choses qui peuvent pour te former, ok? Tu ne peux pas manquer quoi faire. Sois courageux, il faut travailler, il faut mettre la discipline au cœur, il faut avoir la vision, et il faut surtout être dans l'amélioration continue et tu vas t'en sortir. Masterclass. Franchement, merci beaucoup pour tout ceci. Et c'était totalement un plaisir. C'était avec plaisir. Ouais, je sens comment tu as parlé avec le cœur. Bon, l'équipe, c'était Aston et Paulette Footing. Franchement, je suis ravi que de plus en plus la communauté s'agrandit. On est là tout doucement, on avance et c'est un plaisir. Donc, je me battrai à mon niveau de vous ramener la crème de la crème en termes d'invités et comme ça, vous aurez tout le temps ou alors constamment, de manière régulière, des personnes qui vont vous apporter de la transformation dans votre vie. Donc, on se dit à très bientôt pour une nouvelle chronique ou alors un nouveau podcast. Merci.